Madame, Monsieur, bonsoir. Sire, et le chemin continue pour nos lions de l'Atlas. Le 11 national dans le carré des As, une prouesse historique que le monde entier applaudit et chante. Qui aurait cru qu'on puisse célébrer à l'unisson cette équipe vorace? Les grands de ce monde, les messages de ces grands de ce monde ont fusé, des chefs d'État en passant par Elon Musk ou encore le patron de Google. Le miracle marocain a retenti dans les 4 coins de la planète, de Casa à Gaza, de Paris à Tel Aviv, des camps de réfugiés syriens à Times Square, en passant par le Caire, et l'onde de choc a fait trembler l'Afrique entière. Le monde arabo-musulman peut être fier aujourd'hui de se considérer marocain. Cette qualification inédite est le fruit du travail assidu et de la confiance absolue en un coach qui a su unifier, enthousiasmer et guider ses joueurs vers le sacre des demi. Car oui, c'est en soi un sacre, mais loin de nous l'idée d'abandonner le rêve, celui de se retrouver en finale. Pourquoi s'en priver? Mercredi, donc, nous avons de nouveau rendez-vous avec l'histoire, histoire avec un grand H, assoiffé de cette fougue jubilatoire. C'est sans doute avec une nia inébranlable que ce sentiment de gloire ne s'arrêtera pas à cette Coupe du Monde. Il est désormais la lumière qui guidera nos générations futures qui ne douteront plus pour enfin y croire. Voilà pour cette modeste introduction qui vient du cœur. Place à présent à l'introduction de mes chers invités qui ont accepté l'invitation de questions d'actu ce soir. Et tout d'abord, j'ai une joie renouvelée d'accueillir si Aziz Daouda. Bonsoir. Bonsoir Allah. Mbrouk Elina. Bien sûr. Alina Kamlin. Et j'ai également le plaisir aussi d'accueillir sur ce plateau 2 confrères de la sphère sportive et un grand nom du journalisme sportif marocain, Abdelrahman Hichi, du quotidien Le Matin. Bonsoir Abdelrahman Hichi, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci de votre invitation. Marhaba, bienvenue. Et Mbrouk Elina, à vous également. Hamza Hachlaf, journaliste deuxième.ma. Bonsoir Hamza, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, très belle intro. Merci, merci. Mbrouk Elina. Bsahna Mbrouk Elina ou Mazel. Bon, alors, avant de parler de ce match de mercredi face à l'équipe française, le Maroc en demi, vous y avez cru, c'est Aziz Daouda, toujours sur ce même plateau, c'était la semaine dernière, à la veille du match, vous y avez cru, sans l'ombre d'un doute, et ils l'ont fait. Alors, dans le mental, moi, je me suis posé cette question, vous êtes aussi un ancien athlète, n'est-ce pas? Vous connaissez bien les athlètes. Oui. Alors, dans le mental d'un athlète, quel est le secret pour que le rêve grandisse au fur et à mesure qu'on franchit des caps et des étapes? D'abord, il faut que le rêve existe. Et là, il a existé. C'est-à-dire que dès le départ, dans les propos du coach et de tout l'environnement de cette équipe, il n'était pas question d'aller faire de la figuration. Contrairement à ce qu'on disait par le passé. Avec cette même équipe, quelqu'un nous disait qu'on n'avait pas une équipe pour la Coupe du Monde. Oui. Vous parlez de l'ancien sélectionneur. Donc, je ne veux même pas citer le nom. Ça ne m'étonne pas. Et les joueurs ont été mis dans des conditions de motivation extraordinaires. Parce que jusqu'ici, on pensait que la motivation, c'était d'aller dans les vestiaires et de dire aux joueurs, si vous gagnez aujourd'hui, on vous donne tant, etc., etc. Là, on a compris que c'était autre chose. Il faut d'abord passer par la considération. Ces joueurs sont considérés pour leur valeur aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils ont compris. Parce que le coach leur donne ça, le public marocain leur donne ça, et ils se sentent à leur juste valeur. C'est de grands joueurs. Quand vous entendez un coach vous dire qu'on n'a pas une équipe pour la Coupe du Monde, alors que c'est ces mêmes joueurs, comment vous allez pouvoir vous dépenser pour une équipe, etc. Parce que si le coach n'y croit pas, personne ne va y croire, et encore moins les joueurs. Or, ce qui a changé au tout début, c'est cette question de motivation par la considération et le respect. On a respecté nos joueurs et ils nous le rendent bien. Et ils sont aujourd'hui, il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute là-dessus non plus, respectés de par le monde. Je demanderai à la régie de nous projeter les principales unes. Il y en a eu beaucoup, on ne peut pas toutes les projeter, hein, mais les principales unes des 4 coins de la planète, du Qatar bien sûr qui accueille la Coupe du Monde, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie. Bref, on a fait les unes du monde entier, en passant par le Brésil. J'avais cité l'Italie, bien sûr.
l'équipe à jamais les premiers, bref, de par le monde. Hein, il doit y en avoir en mandarin dans toutes les langues du monde. Oui, absolument. Parce qu'on ne sait en pas les chercher, ceux-là. Partout, vraiment. Impressionnant, vraiment, ils ont charmé le monde entier, les journalistes du monde entier. Vous, en tant que journaliste, quand vous avez vu toutes ces unes-là, est-ce qu'un jour vous aurez pu imaginer qu'on puisse faire des unes du monde entier, du Washington Post, qui s'incline devant ces prouesses, du New York Times, et j'en passe. Peut-être je commencerai par vous, Abdelrahmane Hichi, par rapport à ces unes extraordinaires où le Maroc, on voit le drapeau marocain, où on voit nos lions rugir en photo. Déjà, c'est une grande fierté, parce que ce que ont fait les Lions de l'Atlas, c'est une promotion pour notre pays que personne n'a espéré auparavant. Parce qu'aujourd'hui, le mot Maroc, Morocco, revient pratiquement dans le Twitter, par exemple. Il a été tweeté 2,2 millions de fois en l'espace de 24 heures après la victoire, par exemple, face à l'Espagne. J'ose même pas imaginer combien de fois il a été encore retweeté après la victoire face au Portugal. Donc, pour le Maroc, pour nous d'abord en tant que Marocains, c'est une fierté d'avoir cette équipe qui a su se transcender, qui a su laisser vraiment, il a donné son cœur sur le terrain pour nous rendre heureux. Et comme disait M. Aziz, c'est une question de considération. Et Walid Regragui n'a pas cessé de dire à chaque fois, ce n'est pas moi, c'est les joueurs, ce n'est pas moi qui ai réussi cet exploit, c'est les joueurs. Le mérite revient d'abord aux joueurs. Quand vous avez les joueurs que vous mettez devant, que vous responsabilisez, qui vous dites vous êtes les meilleurs et tout ça, donc il faut le rendre sur le terrain. Et aujourd'hui, comme vous venez de citer, ce qu'on va voir dans toute la planète, pour nous, c'est une fierté en tant que Marocains, et on espère que ça ne va pas s'arrêter, qu'Inch'Allah, mercredi, on va encore avoir beaucoup plus de une dans tous les journaux de la planète, dans les télés et tout ça. C'est pour nous une fierté, et on espère que ça continuera. On a encore faim. On a encore faim, c'est important de le rappeler. Alors, c'est intéressant parce que samedi, quelqu'un me disait, juste avant le match, le monde entier est derrière les Lions de l'Atlas, sauf le Portugal et les Portugais. Alors, Hamza Hachlaf, puisque vous avez parlé de ces 2,5 millions de tweets avec le hashtag Maroc ou Marruecos, Morocco ou le Maghreb ou Port-Mar en référence au Portugal-Maroc, exactement. Hamza, il y a le patron de Twitter qui a félicité le Maroc, c'est pas anodin quand même. Bien sûr, parce que tout d'abord, au-delà du foot, je dirais que le Maroc est l'histoire la plus sympathique de cette Coupe du Monde, l'histoire romantique de cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui revient de loin, après un changement d'entraîneur à la dernière minute. Personne n'y croyait. Et au-delà du volet footballistique, on a vu même les images familiales, les mamans, les frères, les sœurs, ces Marocains de tous bords, les images des pêcheurs qui ont circulé en mer. Ça donne la chair de poule. Et je pense que cette équipe du Maroc, je vais le dire très objectivement, elle incarne le foot qu'on aime, les valeurs du foot, c'est-à-dire la combativité, la discipline, le groupe. On a des stars dans cette équipe, mais on ne ressent pas la présence de ces stars. Hakimi, Ziyech, Bounou, ils valent des milliards, mais on ne voit pas la différence entre un gars comme Atayatollah qui joue en Botola et un joueur, une star comme Achraf Hakimi aujourd'hui, qui est le meilleur latéral droit au monde. Donc voilà, le Maroc a fait une Coupe du Monde parfaite, exemplaire, d'un point de vue sportif. On va peut-être en parler, on va parler du match, mais quel que soit, peu importe le résultat de cette demi-finale, je pense que déjà on a eu peut-être le parcours le plus difficile. C'est bien de le rappeler, parce qu'on est tombé dans vraiment, déjà le groupe, c'était le groupe de la mort. Oui, le groupe de la mort, et l'Espagne en 8e finale, et puis le Portugal. Oui. Maintenant la France, la meilleure équipe au monde, il faut le dire, championne du monde. Donc je pense que meilleur palmarès, je compare un peu moi le parcours du Maroc avec celui de l'Italie en 2006, avec presque le même système de jeu, le catenaccio italien, de la rigueur défensive, avec de grands joueurs aussi, parce qu'on a de grands joueurs, il faut le dire. Quand on parle de Ziyech, de Hakimi, de Nsere, de Bounou, de Naïf Aguerd, aujourd'hui c'est des valeurs sûres au niveau mondial, de Mazraoui. C'est des valeurs sûres et c'est un peu les mêmes circonstances. C'est-à-dire que l'équipe italienne de 2006 avait joué avec justement beaucoup de blessures, nous-mêmes. Ces garçons-là se sont sacrifiés. Normalement, ils ne devaient pas jouer. Si l'on se réfère aux conditions exigées par leur club en Europe, ils ne devaient pas jouer. Mais pourtant, je voyais par exemple Hakimi pendant la phase de poule. Saïs aussi. Saïs aussi, Mazraoui.
Soufiane Amrabat, qui est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin avec son kiné. Il y avait du doute avant le match d'Espagne et pourtant il a joué, il a sorti un grand match. On est fiers, bravo à eux et merci à eux pour ces moments. Voilà. Absolument, on les remerciera jamais assez, vraiment. Mais je pense que les messages de remerciement retentissent de par le monde et en voyant cette joie qu'ils ont pu diffuser dans les cœurs de leurs supporters, qu'ils soient marocains ou pas d'ailleurs, j'insiste sur ce point, parce qu'il n'y avait pas que des Marocains qui brandissaient des drapeaux rouges et verts de par le monde, mais c'était généralisé, c'est-à-dire qu'on ait ce sentiment d'appartenance arabe, de 4 coins du monde arabe ou musulman, ou en Afrique, Accra, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup, le Nigeria, et même des pays qui n'ont pas l'habitude de soutenir, qui n'ont pas ce sentiment d'appartenance à cette partie de l'Afrique, comme le Nigeria, comme la cité Hamza, ou même le Kenya, l'Éthiopie. Exactement. Donc, Aziz Daouda, quelqu'un avait titré, quand on avait remporté le match contre l'Espagne, que le Maroc bousculait l'ordre mondial. Et c'est un fait aujourd'hui, bien qu'il y ait des réticences. L'ordre, de toute façon, objectivement, il est bousculé. C'est la première fois de l'histoire de cette Coupe du Monde que dans le carré final, il y a une équipe qui n'est pas européenne et qui n'est pas d'Amérique latine. C'est la toute première fois. Il n'y a jamais eu d'Asiatiques, il n'y a jamais eu d'Africains, il n'y a jamais eu d'Océaniques, il n'y a jamais eu de personne. Il n'y a que des Européens et des Latino-Américains qui arrivent en demi-finale. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, ça remonte aussi à très loin, parce que cette Coupe du Monde, quand elle avait été créée pour être une coupe, en fait, entre Européens et Américains, et l'Amérique latine. C'est un fait de l'histoire, bien sûr. Il a fallu batailler pour être admis en Coupe du Monde. Vous savez que l'Afrique, à un moment donné, jusqu'aux années 70, toute l'Afrique devait jouer des éliminatoires et un match barrage. Et la meilleure équipe africaine devait jouer un match barrage contre une autre équipe pour accéder à la Coupe du Monde. Et la première fois où l'Afrique a eu droit à une place, ça a été le Maroc en 1970. Donc, vous voyez, il a fallu batailler pour arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, il n'est plus question, par exemple, que l'Afrique ne soit plus représentée que par 5 équipes. D'ailleurs, le Maroc a réussi à décrocher 11 sièges pour l'Afrique pour la prochaine Coupe du Monde. En fait, théoriquement, pour la prochaine Coupe du Monde, il y aurait 10 places d'assurés plus une place de barragiste. C'est ce qui court dans les... plus une place de barragiste. Officiellement 9, mais ce qui court dans les couloirs, c'est qu'on va passer... On va passer à 10 plus... Grâce au Maroc. Oui, grâce au résultat du Maroc. Mais on a toujours été là, parce que d'ailleurs, en 86, quand on est passé au deuxième tour, on a eu une équipe de plus en Coupe du Monde, grâce encore au Maroc. C'est pas une première. D'ailleurs, quand vous disiez tout à l'heure dans votre édito inimaginable, en fait, c'était imaginable. Mais c'est ça, parce que si on n'avait pas imaginé ça, jamais on l'aurait réalisé. C'est parce qu'il y a des gens dans ce pays qui y croient fermement dans le potentiel de ce pays. Quand vous dites qu'il y a des gens qui y croient, justement, et je reviens à cette interview de Walid Regragui, quand on lui a dit, c'était avec mon confrère Ramdani, et quand il lui a posé la question, il a dit, alors, on vous a dit de faire quoi? Parce que franchement, ça, même si c'était imaginable comme vous dites, mais ils sont à peine à leur 8e match avec le même coach. Oui. Mais c'est pas évident quand même de reprendre une équipe comme ça à 2 mois de la Coupe du Monde et de lui faire toutes ces prouesses. Ce qu'a bousculé Walid et le staff et l'ensemble des joueurs, c'est que théoriquement, de ce que j'ai appris quand j'étais à l'école, pour monter un effectif pour les sports collectifs, il faut à peu près 3 à 4 mois. À peu près. 3 à 4 mois, et vous montez un effectif, pas plus. Et vous arrivez à monter un effectif qui joue ensemble, et c'est une équipe. Là, il a un peu réduit ce délai qui, en théorie, maintenant, en théorie de l'entraînement sportif, on va devoir donner, comme pour exemple le Maroc, qui, avec un coach tout nouveau, après un mois carrément a monté un collectif, et que 2 mois après, il est parmi les meilleurs du monde. Exact. Donc ça a bousculé un peu ce qui était en théorie. Est-ce que c'est parce qu'on lui a donné aussi carte blanche? C'est ça ce qu'en fait je voulais vous interpeller là-dessus. Non, je ne pense pas qu'il ait eu plus d'avantages ni d'autorité qu'un autre coach. Parce que le schéma est le même. Sauf que quand vous vous sentez appartenir à cette nation, donc et quand vous arrivez à redonner de la valeur à vos joueurs, de la considération, de jouer comme peuvent jouer les joueurs, mais non pas comme vous voulez qu'ils jouent, parce que c'est ça qu'il a fait. L'intelligence, c'est quoi dans ce domaine? C'est de pouvoir mettre en place une stratégie qui puisse
mettre en valeur chacun des individus, des individualités. Parce que contrairement à ce que disent les gens parlent de performance de collectif. Il n'y a jamais de performance de collectif, il y a un résultat de collectif. Mais il y a des performances de chacune des composantes. Et quand vous arrivez à placer chacune de ces composantes dans les meilleures conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes, donc pour performer et réaliser de grandes performances, vous obtenez en conséquence un résultat. C'est ce qu'il a fait, cette intelligence, c'est comme ça qu'il faut travailler, et c'est comme ça que tous ceux qui connaissent le sport aiment travailler. Parce que toute la problématique, c'est que quand vous rentrez dans des proses genre il faut du temps, il faut ceci, il faut cela, c'est ce que nous faisait comprendre certains, c'est tout simplement j'allais dire un gros mot, mais c'est juste des gens qui se moquent de la gueule du monde, c'est tout. Mais la vérité, c'est qu'il y a des fondamentaux du sport, de la performance sportive. Quand vous les respectez, vous avez des résultats. Et c'est exactement ce qu'on regarde. Il y a rien de... C'est pas un miracle. C'est juste les conséquences ou la résultante d'un travail sérieux, bien mené, d'une équipe qui y croit, d'un peuple qui y croit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tous les Marocains rêvent de cette finale. Tous les Marocains rêvent de ramener la Coupe du Monde. Tactiquement, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement les choix de Regragui Abdelrahmanichi? Jusqu'à aujourd'hui, c'est des choix réussis. Parce que si on regarde l'équipe nationale, la performance de l'équipe nationale, le Maroc n'a encaissé qu'un seul but, et encore, c'est un but contre 5 ans de Naïef. Mais aucune équipe adverse n'a réussi à nous mettre un but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le système mis en place par Walid, ça veut dire son plan tactique, elle marche à merveille et elle arrive à déjouer ses adversaires. Aucun entraîneur aujourd'hui, que ce soit Luis Enrique, que ce soit Santos, que ce soit Roberto Martinez auparavant, n'ont jamais réussi à déverrouiller le plan de jeu de l'équipe nationale pour prendre cette équipe nationale à défaut. Donc, il y a un travail tactique très bien fait, et que les joueurs, ils ont réussi à comprendre ce que l'entraîneur leur dit, et ils l'exécutent à merveille. Pourquoi? Parce qu'ils parlent la même langue, parce qu'ils parlent le même tout simplement, langage. Walid, il a réussi à leur faire comprendre qu'ils sont investis d'une mission. Ils ne sont pas venus, comme a dit Aziz au début, ils ne sont pas venus faire du tourisme. Tous les joueurs de l'équipe nationale, avant la Coupe du Monde, quand on leur parlait et quand on leur posait des questions, ils disaient qu'on ne venait pas au Qatar pour faire du tourisme. On est venu pour faire un résultat. Du moment que les joueurs ils ont intégré qu'ils sont venus pour faire un résultat, qu'il y a un peuple derrière eux, qu'il y a des supporters qui se sacrifient. Parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui se sacrifient aujourd'hui pour aller les supporter au Qatar. Absolument. Donc ils laissent leur travail, ils laissent leur famille et tout ça. Et donc les joueurs, ils sentent ça, qu'il y a un amour derrière eux. Et Walid, il a aussi l'intelligence d'avoir ce qu'on appelle le management de grand frère. C'est un grand frère pour ses joueurs. Donc il est arrivé, c'est un protecteur. Vous n'entendrez jamais Walid Regragui sortir dans la presse comme disait son prédécesseur. À l'époque, son prédécesseur, il y avait des guéguerres par presse interposée entre lui et certains joueurs, par exemple. Vous n'entendrez jamais, on ne verra jamais ça avec Walid. C'est un protecteur. S'il y a des problèmes, il va les régler dans le vestiaire, en tête à tête avec la personne concernée. Est-ce que vous pensez que cela a justement joué en défaveur de l'équipe portugaise, notamment avec cette histoire qu'il y a eu entre le coach portugais et Cristiano Ronaldo? Non, je ne pense pas que c'est des joueurs professionnels, ceux-là. Donc, tout simplement, le Maroc, elle a déjoué leur plan. Ils sont venus avec un plan de jeu. Santos l'a dit après la rencontre. Il a dit, on a tout essayé, mais on s'est cassé les dents. On n'a pas réussi. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Cette équipe nationale, il n'a pas volé cette demi-finale. C'est une qualification méritée. Parce que pour gagner, il faut marquer des buts. Pour gagner, il ne faut pas encaisser de buts. Et le Maroc, il fait les deux. Il n'encaisse pas de buts et il marque des buts. C'est quand même impressionnant d'encaisser aucun but. Enfin, à part le but contre nous. Même. Oui, c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est ça notre force. Donc c'est pour cela que Walid va capitaliser, Inch'Allah, mercredi, sur ses acquis, sur ses points forts, pour déjouer également la France. Et dans le football, l'équipe nationale, elle a su se montrer patiente. Ce n'est pas une équipe qui va à l'abordage. Elle laisse le temps, elle laisse l'adversaire. Après, il place ses attaques, ses contres, et ça fait mouche. Et on gagne. C'est ça. Alors, il y a de la patience, n'est-ce pas? Il y a aussi ce sentiment d'unité. Et je voudrais évoquer avec vous, en l'occurrence, Hamza Hchlaf, le cas Chidira. Il y a eu une grosse campagne de dénigrement de ce joueur, qui est un très bon joueur, mais peut-être qui n'a pas le mental d'une compétition aussi forte que celle de la Coupe du Monde. Et on a vu que ses coéquipiers ne l'ont pas abandonné. Bien sûr. Et même ont invité
le public à ne pas l'attaquer sur sa mauvaise performance? Mauvaise entre guillemets. C'est pour ça que je l'ai fait, mais Ouais. ça s'est pas vu. Là, ça s'est vu. Voilà. Je pense qu'une partie de l'opinion publique et malheureusement une partie de la presse est en train de répéter la même erreur, ce qu'on a vécu avec Youssouf N'Séré à un moment. C'est-à-dire toujours chercher un bouc émissaire. Je le rappelle, c'est une équipe nationale de football, de sport, de valeurs. Et c'est en fait, au-delà du discours très romantique, sentimental, ce sont des guerriers. Et c'est des gens qui ont choisi de porter ce maillot. Et je dirais, je le voyais sur la pelouse quand il jouait, etc. Ce n'est pas le genre de joueur qui se cachait, qui s'économise, etc. C'est un joueur très généreux sur la phase défensive et offensive, mais c'est aussi un garçon qui a fait son entrée, première entrée en équipe nationale, en huitième finale d'une Coupe du Monde contre l'Espagne, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de s'adapter. Et c'est difficile pour un garçon de 24 ans qui joue en Série B, c'est certain, c'est le buteur de la Série B en Italie, mais quand même, il avait besoin du temps. On doit apprendre à donner du temps à nos joueurs. On doit apprendre certaines valeurs de compassion, de compréhension. Et même rater un but, ça fait partie du sport. Il y a de grands joueurs, on les connaît. Je rappelle juste un exemple. Par exemple, Arjen Robben en finale de la Coupe du Monde 2010 contre l'Espagne. Une occasion très claire, franche. Il la rate et puis l'Espagne est champion du monde. Hein. Mais le comportement, la manière avec laquelle le public et les supporters et les médias, c'est un peu différent chez nous. Hein. Mais je rebondis juste sur la question que vous avez posée à M. Ichi, sur les clés de cette victoire, les clés de cette réalisation. En fait, il y a eu déjà, on a de très grands joueurs. C'est-à-dire qu'un entraîneur, quand il vient devant des gars comme Hakimi, comme Boufal, comme Ounahi, comme N'Séré, comme Bounou, qui sont formés sur le très haut niveau, le coach n'a pas beaucoup de difficultés à se faire comprendre, surtout sur certaines phases de jeu, hein, sur la discipline tactique, etc. Un. Deux, il y a eu le déclic psychologique. C'est-à-dire c'était notre arme, et l'arme de Walid Regragui. Je le rappelle, Walid Regragui a gagné une Champions League avec le Wydad Casablanca sans mercato hivernal. Hein, sans mercato hivernal, et il a pu le faire. Et puis il a gagné le titre de la Botola. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du football national. Aujourd'hui, il réalise les mêmes résultats. Donc c'est un gars qui mise sur le psychologique. Après, il y a certains joueurs, les cadres, ils avaient une certaine revanche par rapport au coach, à l'ancien coach. Hein. Un gars comme Ziyech, voilà, qui devait prouver qu'il méritait tout le soutien populaire dont il a... Il l'a prouvé, et de loin. Énormément, exactement. Et donc, aujourd'hui, je pense que le plus grand gagnant de toute cette histoire, c'est le football national, c'est l'équipe nationale marocaine, et c'est le public marocain, c'est le peuple marocain qu'on voit très content partout au Maroc, dans toutes les villes. Et le plus grand gagnant aussi, c'est effectivement cette jeunesse marocaine. Et ce sont nous tous, en fait, dans le sens où... On va maintenant vous penser, ou pas d'ailleurs, c'est juste peut-être éphémère, on ne le souhaite pas, mais que ce vent de confiance qui a soufflé pour justement la... Vous savez, on parle dans l'industrie, c'est des sujets que je connais plutôt, enfin un peu mieux que le sport, de préférence nationale. Aujourd'hui, on veut la préférence pour le produit national, pour le Made in Maroc, etc. Est-ce que vous pensez que le fait que le choix de Regragui ait eu autant d'impact positif peut, puisqu'on a parlé d'analogie la dernière fois, peut-être aussi qu'on peut faire l'analogie sur plusieurs secteurs et plusieurs aspects du Maroc, parce que le Maroc est pluriel. Tous les secteurs. Tous les secteurs. À l'indépendance, on pouvait dire « Ah, on n'a pas de cadre, on n'avait pas de cadre, on n'avait pas ceci, on avait besoin d'expertise étrangère, etc. » Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un domaine où nous n'avons pas de l'expertise ? Nous avons des enseignants et des chercheurs dans les plus grandes universités du monde, qui sont marocains. Ici aussi, nous sommes en train de faire des prouesses scientifiques invraisemblables. Je ne sais, parce que c'est des choses qui ne se médiatisent pas. Ce qui se fait à Ben Grir, ce qui se fait dans toutes les universités du Maroc ne se médiatise malheureusement pas. Nous avons de très grands chercheurs quasiment dans tous les domaines les plus pointus. Nous savons tout faire. Nous opérons à cœur ouvert, nous conduisons des Boeing. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire au Maroc ? Qu'est-ce que le Marocain ne peut pas faire ou ne sait pas faire ? Pourquoi il ne saurait pas faire qu'en football ? Vous voyez, non, je pense que faire confiance
au cadre marocain est aussi une façon de construire ce pays. Parce que c'est ce qu'a fait Walid El-Regragui. Il a redonné de la confiance. Et il nous a redonné de la confiance à tous aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus un jeune qui puisse dire « Ah, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela ». Quand on voit l'épopée de chacun de ces joueurs, par où il est passé socialement, etc., et où c'est qu'il est arrivé, c'est extraordinaire. Moi, mon espoir est que les médias, la télévision par exemple, nous fassent des documentaires sur chacun de ces joueurs, pour qu'ils servent d'exemple à la jeunesse marocaine. Absolument. Que ce ne soit pas juste un exploit sportif et puis terminé. Non, ces gens-là ne sont pas nés vedettes, ne sont pas nés demi-finalistes. Moi, je pense même qu'on puisse faire même un docu-fiction, c'est-à-dire que raconter la vie de chacun, parce que leur vie, elles n'ont pas été des dans un faciles. passé récent, j'ai essayé de faire ça pour les athlètes, parce que les athlètes qu'on a eus, les grands noms qu'on a eus, sont tous passés par là. Ouais. C'est des exemples extraordinaires pour la jeunesse marocaine. Malheureusement, rien. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tous les Marocains qui réussissent, chacun a une histoire. Et il faut la raconter au peuple marocain. Il faut la vulgariser. Il faut que les gens se rendent compte qu'au Maroc, on peut être né au Maroc ou né ailleurs, mais être marocain, et puis travailler, et par la force de ses bras et de sa tête, arriver à réaliser des choses. Voilà, c'est tout simple. Et c'est la meilleure des façons de construire ce pays. Et vous savez, vous en parlez avant même de parler, enfin peut-être de faire quelque chose des athlètes qui ont fait le sport marocain et l'histoire du sport marocain. Il y a, parce que vous connaissez bien l'athlétisme, Soufiane Boukhali, oui. C'est un exploit qui a été oublié. Sous-médiatisé. Non, sous-médiatisé. Sous-médiatisé, mais à la limite qu'on a balayé. Il a juste détrôné les Kenyans. Il est juste champion olympique. Bon, il est champion olympique. Il est juste champion. Non, mais détrôner les Kenyans, je pense que c'est un exploit plus que le sacre olympique. Mais bien sûr. Dans un moment de désert sportif. Absolument, et surtout dans l'athlétisme. Pourquoi, Aziz Daouda ? Je ne sais pas, on n'est malheureusement pas un c'est pas vous que je devrais poser la question, non, mais... Je vous réponds en toute sincérité. Oui. Moi, je pense que nous sommes le plus grand parti des ennemis de la réussite. Et on n'aime pas quand c'est des Marocains qui réussissent, tout simplement. Vous savez, j'ai eu dans ma vie des histoires extraordinaires. Il y avait une fois où on n'avait pas eu de médaille d'or dans un championnat du monde. On avait eu de l'argent, du bronze, etc. Bon, la presse nationale nous a tapé dessus comme pas possible. Le journal qui nous tapait dessus le lundi, le mardi, il sortait un article extraordinaire sur Marlène Othé, une championne, les anciens s'en rappelleront, en disant « Ah, la pauvre, elle n'a jamais gagné, mais c'est une grande athlète, etc. etc. » Elle était jamaïcaine. Ils ont cassé du Marocain, mais ils ont reconnu qu'une Jamaïcaine pouvait ne pas gagner, mais qu'elle avait fait les efforts qu'il fallait, etc. etc. Donc, vous savez, ça casse le moral, ces choses-là. Aujourd'hui, la presse ou les gens qui disent de dire à des choses, mais sincèrement, ce n'est pas le moment. Ouais. C'est vraiment pas le moment. Il faut arrêter ces histoires-là. Ouais. Il fait partie d'un collectif. Ce collectif a gagné. Voilà. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. D'autant plus qu'elle a fait un bon match parce que finalement, quand El Regragui le fait entrer, c'est parce qu'il le change poste pour poste avec... avec la même mission avec Youssef N'Serry. Donc Youssef N'Serry, c'est un joueur de devoir. Je dirais aussi c'est un joueur de devoir. C'est quelqu'un qui va aller... presser le... Moi, j'ai vu un extrait de lui en train de jouer. Ça n'a rien à voir avec le joueur que j'ai vu sur la pelouse samedi. Hein. Et ni à mardi contre l'Espagne. Non, parce que la mission dans laquelle elle a été investie quand elle est entrée, c'est de presser, gêner la relance portugaise. D'accord. Donc, gêner la portugaise. Après, s'il y a des contres et qu'elle peut aller en contre et mettre un but, c'est mieux. Mais d'abord, on est là pour préserver un résultat. Et il a bien fait. Il a pressé. D'ailleurs, elle a récolté des cartons pour son engagement. Parce qu'elle est allée chercher, elle est allée au charbon, comme on dit dans le jargon footballistique. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut en vouloir à un joueur qui a fait son devoir. Peut-être qu'elle a eu un carton rouge. Ça arrive à n'importe qui. L'arbitre aurait pu ne pas le siffler, ce carton rouge. Exactement. Surtout la première faute, elle n'était pas évidente. Pas du tout. La première faute, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et en plus, avec un peu de réussite, elle aurait pu peut-être mettre un second but. Elle ne l'a pas fait, mais elle a fait son devoir. Elle n'est pas rentrée pour dormir. Elle a fait son travail. Et la première mission, c'est d'abord de presser, d'empêcher les relances portugaises. Si vous le permettez, je reviens. Mais c'est bien de le dire. Nous sommes, nous, ici présents en tant que représentants de médias et sur un média marocain, de l'expliquer aussi au commun des téléspectateurs pour comprendre qu'en fait,
Le gars, il a vraiment fait son job, quoi, sur le terrain. Il a raté certes un but, vous mais savez, le malheur aujourd'hui, il c'est nous quoi? a préservé d'en C'est les encaisser réseaux peut-être. sociaux. Bah, Et il suffit qu'une seule personne tweete une chose un peu négative que tout le monde suit. Ça veut dire que aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de moutons de panurge. Parmi les... Excusez-moi, c'est comme ça. mais heureusement, on a les deux. Il y a les défenseurs comme il y a ceux qui attaquent. Heureusement, sinon ce ça joueur c'est marocain. catastrophique. Oui, parce que quand même, absolument. le mec, elle a fait son boulot. Oui, oui. Si vous le Oui, permettez, Reza. juste une petite parenthèse pour revenir aux exemples et aux héros. Les héros nationaux qu'on a au Maroc. On a un gros problème au Maroc. Je n'ai pas envie de grogner dans cette ambiance de fête, mais on a du mal à vendre notre image, le Made in Morocco. C'est vraiment triste, un pays comme le Maroc qui a justement ce type de joueur, ce type de star, qui a eu dans le passé Timoumi, beaucoup de ballons d'or, Zaki, Faras, qui a eu Bouderbala, qui a eu Hicham El Garrouj, Saïd Aweta, Naoul Moutaoukil, justement, c'est des athlètes avec, comme M. Daouda a encadré. Et on a eu Slainaoui, qui était au sommet du monde du tennis mondial, etc. Mais faisons juste un petit flashback. Il n'y a pas eu de film documentaire autour de ces gens-là. Il n'y a pas eu de travail pour justement écrire cette histoire, réécrire et la raconter. Aujourd'hui, on a une demi-finale de Coupe du Monde. Et je me demande si on va documenter ceci. Et il le faut. J'espère. Mais malheureusement, Ça fait sourire, si Daouda. au-delà du foot. Le message, on l'adresse depuis cette tribune de Média TV. Il faut faire quelque chose. C'est le pays de Tariq Ben Ziyad, c'est le pays de Ben Khaldoun. De tellement d'épopées. Exactement, finalement. d'Yous Ben Sechfin, mais Oui, Ben Oroch, c'est un grand pays. Il faut le dire sans complexe, c'est un très grand pays, le Maroc, mais malheureusement, on ne sait pas le vendre. Maintenant, on vise justement, on a parlé de piratage de culture, etc. Quand on parle de Qatar, le Qatar, même dans ses spots publicitaires, il a récupéré tout le patrimoine marocain en termes d'image. Même il y a eu des tournages à Marrakech. On a vu la grosse porte, celle de Fès, exposée le jour du tirage au sort. Donc, c'est un pays riche. Je pense que les étrangers le comprennent, ils le savent. Et ils savent capitaliser dessus. Nous, malheureusement, pas. J'espère qu'on va se réveiller après cet exploit-là. Non, j'espère que déjà, on ne va pas se réveiller, parce qu'on est déjà encore dans le rêve de la Coupe du Monde. Messieurs, justement, l'aventure continue. Parlons de Next Step, du prochain épisode, Maroc-France. Comment se présente cette rencontre? Peut-être une petite rétrospective sur les rencontres France-Maroc, 88, 98, 99, 2000 et 2007. Donc, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons c'est 5 fois, on s'est déjà rencontré 5 fois. Française, absolument. C'est 5 fois depuis 88, de 88 à 2007 jusqu'à maintenant, en 2022. Abdelrahmane Hichi, comment... généralement, c'est plutôt des matchs nuls, à part... très mauvaise performance de l'équipe marocaine en 2000, où on s'est incliné exactement face à la France avec un 5-1. Le passé appartient au passé. Bien sûr. Aujourd'hui, un autre match qui va commencer, c'est le mercredi, Inch'Allah, à 20h. Le Maroc a toutes ses chances de se qualifier en Coupe d'Afrique. Pourquoi dites-vous cela en toute objectivité, chers confrères? Si, en toute objectivité, parce que ce que nous avons montré jusqu'à présent, nous avons une équipe bien en place, une équipe, comme j'ai dit, qui n'encaisse pas de but, une équipe qui sait marquer des buts, une équipe qui sait souffrir sur le terrain. Parce qu'il faut marquer des buts, mais il faut savoir aussi... Parce que chaque équipe, dans un match, elle a ses moments forts et ses moments de faiblesse. Nous, on sait gérer à la fois nos moments forts et on sait gérer aussi nos moments faibles. Ça veut dire quand on est acculé à défendre. Donc, on sait défendre très, très bien. Et quand il faut aller attaquer, on sait bien le faire dans deux contres. On a une aisance dans la transition défensive-offensive. Ça veut dire qu'on sait bien sortir vite fait le ballon pour aller faire du mal à l'adversaire. Donc je ne vois pas pourquoi la France sera une exception. Alors, juste pour rappeler quand même le palmarès de la France. Oui, c'est le champion du monde en titre, je le sais. C'est les 2 fois champion du monde. 2 fois champion, 16 participations, une fois finaliste, 2 fois troisième, une fois quatrième en 80. Oui, ça c'est de l'histoire. L'histoire appartient à l'histoire. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Ils ont écrit leur histoire, nous voulons écrire la nôtre. Et déjà, on a écrit une petite partie. On va continuer à écrire l'autre partie le mercredi, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de raison. Les joueurs, quand j'entends le discours des joueurs après la rencontre et même le lendemain, tous ont décidé, ils sont déterminés. Ça parle de la finale. Alors, en parlant... Ils sont tous sont décidés vraiment à aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est la finale. La finale, Inch'Allah. Bon, justement...
avant la finale, ce jeu de mots de nos confrères de l'équipe en France pour la une de ce lundi 12 décembre, Hakimi Mbappé, les demi-frères. Ils se connaissent bien, hein, les deux. Bien sûr. Très, très bien. C'est une force pour nous. D'ailleurs, ils vont jouer sur le même couloir. Exact. Ouais, exactement. Latéral droit versus ailier gauche. Ce sera déjà un très beau match hein, au niveau d'un point de vue culturel déjà et d'un point de vue footballistique. Après, il faut le dire, la pression est de l'autre côté. Hein. C'est la France qui doit remporter son match. Et sur papier, c'est eux les favoris. On parle de l'équipe de France. Absolument. C'est la favorite de ce mondial. Et on parle de l'équipe de France avec une ossature de minimum 3 autres équipes. C'est-à-dire que la France est capable de former 3 autres équipes avec l'ossature qu'elle a et la base de données de joueurs dont elle dispose, versus le Maroc avec beaucoup de blessés, avec un manque de fraîcheur physique. Oui. Exactement. Donc, mais d'un point de vue psychologique, on est en mode relax, sans pression. Comme disait Bouno, on s'est retrouvés en demi. On s'est retrouvés en demi-finale. Bien sûr, c'était très ironique de sa part. Hein. Bien sûr, bien sûr. Très, très sarcastique. C'est voir la finesse de ce garçon, tabarakallah, vraiment. Voilà. Beaucoup d'intelligence. Mais sur papier, vu ce qu'on a montré, vu notre passé avec les équipes européennes, il faut le rappeler, c'est vrai qu'on a réalisé un gros exploit en Coupe du Monde, mais le Maroc a toujours montré de belles choses devant les équipes européennes, notamment la France. Moi, je me rappelle même, je pense qu'on n'a pas cité, mais je me rappelle d'une finale des Jeux de la francophonie, et le Maroc a battu la France en finale. Au Canada. Au Canada. Et c'était en fait un match des U23, de l'équipe olympique, avec Armoumen, une belle génération de joueurs. Exactement, Madih, Allah yarhamou. Et on a montré de belles choses. 2-2 en 2007, Stade de France. C'était Stade de France, mais il semblait qu'on jouait à Casablanca. Donc, moi, je n'ai pas peur pour le Maroc. On va faire un grand match. J'espère maintenant que justement Nia et nos joueurs, est-ce qu'ils sont prêts? Aziz Daouda, on a beaucoup de blessés. Hein. Oui, mais les remplaçants ne sont pas moins bons. Exactement. Il faut bien le rappeler aussi, il faut bien le dire. Quand vous changez la colonne vertébrale de l'équipe, qui sont les 2 centraux, les 2 défenseurs centraux. Parce que c'est ça, si vous voulez, les lombaires dans une colonne vertébrale. C'est sur ça que repose pratiquement toute l'équipe, parce que le dernier rempart. Vous changez les 2 joueurs sur blessure. Et ceux qui les remplacent, vous ne les font pas oublier, parce qu'on leur doit beaucoup. Mais ils étaient au même niveau. Ils ont tenu la baraque. Au même niveau. Donc, comme tout supporter de l'équipe du Maroc, quand Saïs s'est sorti, je me suis dit, waouh, ça risque d'être problématique. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Minute après minute, je me rendais compte que rien n'avait changé, que c'était la même équipe. C'était exactement la même équipe. Donc, sincèrement, il faut être très confiant. Parce que pourquoi? Le Walid a une stratégie et des plans de jeu. Jusqu'à présent, personne n'est arrivé à le faire déjouer. Il n'a jamais été aspiré par n'importe quelle équipe. Je vous l'ai dit la dernière fois ici. Jamais notre équipe, si on revoit tous les matchs qu'on a joués jusqu'à aujourd'hui, jamais on n'a été aspiré dans le jeu de l'adversaire. Parce que c'est ça qui est dangereux, c'est quand l'adversaire vous amène à jouer ce qu'il veut, comme il veut lui. C'est ce qui a fait perdre les Espagnols, d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est une équation que personne n'est arrivé à résoudre aujourd'hui. Espérons que la France ne la résolve pas non plus, tout simplement. Mais c'est une équation qui est, pour moi, tout à fait naturelle. Pourquoi on les appelle lions de l'Atlas? L'Atlas, c'est quoi? Des montagnes. Muraille infranchissable. Jusqu'à très... les sommets. Voilà. Infranchissable. Muraille infranchissable. Vous savez, les Tizine Tishka, Tizine Test, etc. Je connais très bien. Vous connaissez très bien, parce que moi aussi, je suis de là-bas, donc je connais très bien. Absolument, on a ça en commun. C'était les chemins des caravaniers. C'était les seuls chemins possibles dans l'Atlas. Vous vous rendez compte? Si l'armée française n'est arrivée à pacifier, comme il disait, le sud du Maroc, le sud-est du Maroc, que dans les années 30, qu'à la fin, pratiquement vers la moitié des années 30, c'est parce que la montagne était infranchissable. Et ben c'est ça la défense marocaine, elle est infranchissable. Et on les appelle aussi lions de l'Atlas, donc lion, le plus noble des prédateurs, celui qui sait saisir les bonnes occasions, etc. Et c'est notre façon de jouer. Il est attentif, il est tranquille, il attend, sa pro arrive, papa, on arrive et on marque. Il défend son territoire. Parce que vous savez, la meilleure phase de jeu de cette Coupe du Monde est celle sur laquelle nous avons marqué le but de Nseri. Parce qu'elle part du gardien de but. Très belle opération. Il faut la revoir, cette phase. C'est de l'art. C'est de l'art. Ceux qui disent « Ah, le Maroc est trop défensif », jamais il n'a été défensif. Il a une stratégie de jeu qui est comme ça, qui est faite comme ça. Mais ses attaques sont foudroyantes.
la façon dont le ballon s'est déplacé entre le gardien de but et Nseri, il faut voir ce chemin. D'où ma parallèle avec l'Italie. Il y a beaucoup de points de ressemblance dans les phases de jeu. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors, bon, Regragui connaît bien Giroud. Ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble, à Grenoble, je crois. C'est notre coach. Bon, un, il se retrouve en tant que coach d'une équipe, et l'autre, c'est le meilleur buteur de l'équipe en face. Il y aura beaucoup de retrouvailles. Mbappé, Hakimi, et aussi Aguerd Kamavinga, qui ont joué au... Aguerd, on n'est pas encore sûr qu'il soit totalement rétabli. On le souhaite, Inch'Allah, on l'espère. Koundé, Nseri et Bono, donc beaucoup de joueurs, beaucoup d'amitié. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça sera un très bon match d'un point de vue culturel et même humain, parce que c'est des amis, c'est des potes. Mais ils ne le seront pas pendant le match. Non, heureusement. Oui, Abdelrahmane Hichou, beaucoup de duels. Il y aura beaucoup de duels et surtout une bataille tactique entre les deux entraîneurs. Donc, ça veut dire beaucoup de duels parce qu'on aura le duel Hakimi-Mbappé, comme vous avez dit. On aura également le duel Giroud avec Romain Saiss, s'il récupère sa place, Inch'Allah. Il y aura également Amrabat au milieu. Chouamini. Donc il y aura beaucoup de duels, ça promet. Et surtout, ils connaissent bien le jeu de chacun aussi. Non, probablement que ça va être... Amrabat va s'occuper de Griezmann, parce qu'il profile. Oui. Et Amlah va s'occuper de Chouamini. C'est le même physique, etc. De toute façon, ce sera une bataille tactique. Non, bien sûr. Et on espère bien que Regragui sortira vainqueur. Non, c'est clair. Bien sûr, et détrôner la France. Non, et que nous, on part... Je pense aussi, tant qu'on parle de tactique, je pense que ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde, il répond aussi à un discours populiste qui se demandait pourquoi il y a 23 membres de staff technique justement et tactique. Parce qu'aujourd'hui, le foot a changé. Ouais. Si on a battu par exemple la Belgique, le Canada, si on a fait un grand match contre la Croatie, contre l'Espagne, parce qu'on a très bien lu nos adversaires grâce aux analystes vidéo. Il faut saluer le travail qui a été effectué par Moussa Hemchi avec toute son équipe. Aujourd'hui, le foot a changé. On doit comprendre qu'on n'est plus dans les staffs techniques à 3-4 personnes, etc. Le Maroc a fait ce choix de moderniser sa manière de penser le foot. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu notre retour d'investissement. Et tant mieux. Hein. Un retour sur investissement et un investissement dont on attendra les retours justement dans les années à venir. C'est bien, bien de parler d'investissement et de retour sur investissement parce que le résultat d'aujourd'hui, on peut considérer qu'il est parti de l'inauguration de l'Académie Mohamed VI comme point de départ. Comme point de départ. Oui. Parce que c'est là où on a senti que Sa Majesté en personne est venue inaugurer cette institution et donner un signal. Et il investit de son propre argent dans cette même académie qui porte son nom. Et donner un signal. Il faut le rappeler. Et en fait, nous sommes dans ce continuum. Aujourd'hui, les grands clubs, le Raja, etc., ont aussi leur académie. On va espérer que tout le monde se mette à former des joueurs. Ouais. Parce qu'avec la précision que former des joueurs, on ne crée pas de joueurs, on forme des talents. Il faut chercher des talents et les former. Il faut les chercher les talents. Bien sûr. Il faut aller les chercher dans les terrains de proximité. C'est pas parce que je décide de faire de mon fils le meilleur tennisman du monde que je lui paye le meilleur coach du monde qui va être tennisman. Non. C'est une grosse erreur, une grossière erreur. Bien sûr, parce que les gens pensent les centres de formation, vous mettez des jeunes et hop, c'est pas une usine. C'est des centres de formation. C'est-à-dire vous devez recruter les profils qu'il faut, donc des enfants talentueux qui ont le potentiel pour. Ça, il y a des manières scientifiques pour le tester. C'est pas juste à l'œil. Hein. Et à côté de ça, vous mettez des formateurs, de véritables formateurs formés pour cela. Pas juste un ancien joueur qui a déjà joué, etc., qui risque de transmettre beaucoup de choses, mais qui risque aussi de transmettre de mauvaises choses. Donc, et que ça devienne systématique. Il faut que ça devienne systématique. Bien sûr. Il faut que ça devienne systématique. À l'exemple de cette Académie Mohamed VI, qui aujourd'hui nous a donné quand même quelques joueurs dans cette équipe nationale, il ne faut pas l'oublier, qui sont passés par là. Donc c'est des gens qui, s'ils jouent bien aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont appris à jouer. Ils sont talentueux, mais ils ont appris à jouer. Un Ounahi qui prend la balle et qui pratiquement qui passe comme qui a impressionné ce coach espagnol Luis Enrique. Non, mais il a impressionné tout le monde. Je l'ai pas vu venir. Tous ces joueurs vont rebondir. Mais ceux qui sont dans de petits clubs aujourd'hui vont rebondir dans de grands clubs. Et la valeur du joueur. Au Barça. Mais il a le profil. Il a le profil du Barça. C'est Iniesta en mieux. Ounahi, c'est Iniesta en mieux. C'est son idole d'ailleurs. En mieux, mais vraiment en mieux. Parce qu'il a un toucher de balle invraisemblable, ce garçon. Mais l'exemple de l'Académie Mohamed VI, exceptionnel. L'exemple de l'Académie Mohamed VI, il prouve qu'on peut faire de belles choses, qu'on peut former des joueurs de haut niveau, de très haut niveau. Et au-delà de la formation, il faut aussi donner du temps de jeu à ces joueurs. Le problème au Botola,
justement. On a des talents, mais justement, le joueur n'arrive pas à avoir du temps de joueur. Les jeunes joueurs jusqu'à 23 ans, 24 ans. Pourquoi ? Or, justement, parce qu'on ne fait pas confiance à ces joueurs et on essaie d'avoir des joueurs prêts à porter, des joueurs confirmés, un peu plus âgés, plus expérimentés. Cependant, le plus important dans le parcours du joueur est la post-formation, ce qu'on appelle la post-formation. J'avais justement, Walid El-Gragui, je l'ai vu en interview, il en parlait. Pourquoi Naïf Agrad a pu faire justement un très bon parcours? Parce qu'il a eu la chance d'avoir la post-formation au FUS de Rabat déjà à 19 ans. Nseri a fait son parcours au Malaga à 18 ans et demi. Hakimi a commencé en tant que pro à 18 ans, justement. Il faut faire confiance à ces jeunes joueurs. Et on le faisait dans le passé, mais ce n'est plus le cas parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres règles. Du public, non, je pense que l'une des choses que devrait... D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas si c'est opportun de le rappeler, qu'il y a des mesures qui ne sont pas budgétivores, qui ne demandent pas d'argent, mais que la fédération doit prendre en compte. Okay. Imposer des choses au club. Oui. Imposer, par exemple, à ce que dans un effectif... Non. La fédération, est-ce que la fédération aujourd'hui investit des deniers publics, de l'argent du contribuable dans ces clubs? Bien sûr. Non, ils vivent de ça. Parce que le football marocain ne vit que de deniers publics. Du public, exactement. Voilà, c'est ce que je dis. Alors pourquoi cette fédération Et les collectivités locales. Les collectivités locales qui sont le grand investisseur. Il y a les collectivités locales qui sont de bons investisseurs, des fois. Pas dans tous les clubs. Mais il y a la fédération qui a établi un système de financement à travers les soi-disant redevances télévisuelles. Mais en fait, qui sont des subventions indirectes de l'État marocain, etc. Donc le football marocain, comme tous les sports, et Dieu merci que c'est comme ça, vit des deniers publics. Subventionnés. Voilà. Et il faut continuer à le faire. Qui dit subventionné, dire aussi on ne dit pas retour sur investissement, mais aussi... Tant que notre économie est en construction, parce que nous sommes un jeune pays dans la modernité économique. Donc le tissu économique marocain aujourd'hui n'est pas capable de supporter la charge sportive aussi. Il supporte déjà beaucoup de choses, il participe dans beaucoup de choses. Bon, les budgets nécessaires aujourd'hui pour la haute performance sont tels que seul l'État marocain, au Maroc, seul l'État peut les supporter aujourd'hui. Et donc, c'est tant mieux que ce soit comme ça et que l'État prenne ses responsabilités dans le financement du sport marocain. Et il faut plus, parce que quand vous regardez les budgets alloués au sport, c'est pas extraordinaire. C'est excellent. C'est par rapport voilà, c'est pas extraordinaire. Donc on peut mettre un petit plus. On a un petit plus déjà qui va venir de la Coupe du Monde. Des millions de dollars qui seront injectés dans le budget de la Fédé. Voilà, il faut arriver parce qu'on est toujours à 0,57. Mais comme a dit Aziz Daouda, tout sport confondu, c'est pas que pour le foot, il faut préciser. Mais comme a dit Aziz Daouda, ce n'est pas que question de budget et d'argent. Non. Il voulait parler de mesures qu'il faut imposer. Par exemple, à mon avis, on devrait imposer, justement pour répondre à la question posée pour les jeunes joueurs, imposer à ce qu'il y ait un nombre de jeunes joueurs dans chacun des effectifs. Titulaires. Que le club soit obligé de titulaire, je ne sais pas, un ou deux, ou quelques vingtaines de minutes, des choses comme ça. Et surtout des joueurs qui sont issus des centres. Ça existait à l'époque, les clubs doivent avoir au minimum 3 joueurs de moins de 23 ans. De 23 ans. Et que 2 doivent jouer et un troisième pour entrer remplaçant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi ce n'est plus le cas? Parce que tout simplement, il y a la pression du public. Tout le monde veut gagner des titres. Il y a des petits clubs. Mais il peut y avoir la pression de la fédération aussi. C'est ce que disait Siège. Les présidents de clubs, malheureusement, aujourd'hui, ils subissent la pression du public. Parce qu'ils veulent la subir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au Raja, par exemple, avec Slami? On est en train de déborder. Bien sûr, non, on ne déborde pas. Avec Slami arrive au Raja, le Raja est en crise, il fait confiance aux jeunes du Raja, du système de formation du Raja. Aujourd'hui, tous ces joueurs sont de grands joueurs. Beaucoup se sont exportés. Et il a pu monter une grande équipe avec des petits jeunes. Pourquoi ce ne serait pas le cas ailleurs? Et pourtant, pourquoi ailleurs on est en train de faire du transvasement de médiocrité? Il y a des joueurs qui font le tour de Botola, le tour tout entier de Botola. C'est quoi? Quelqu'un qui n'a pas réussi sur cette chaise ne pourra pas réussir sur cela, ni sur l'autre, ni sur l'autre, ni sur l'autre. Et on ramène de la crise. Et les clubs et les joueurs qui te font descendre une équipe en seconde division et qui partent tous. Ils se volatilisent. Tout ça, ce sont des aspects de sous-développement, je regrette de le dire. Et je pense que la fédération devrait prendre des mesures dans ce sens. Oui. Messieurs, comme le veut la tradition en veille de match, je vais prendre vos pronostics pour cette rencontre parce que l'heure est à la demi, pour reprendre un jeu de mots très intéressant que j'ai vu hier.
Bon, si Aziz, je vous laisse pour la fin. C'est Abdelrahman. 1-0 pour le Maroc. 1-0 pour le Maroc, tout comme pour avec le Portugal. Comme pour le Portugal. Inch'Allah. Hamza. Victoire pour le Maroc, des pénaltys. Penalty, donc prolongation. Exactement. Ok, c'est Aziz. Comme toujours, je vais vous dire que je suis confiant parce que je sais que Walid va faire le travail, que les joueurs vont faire le travail. Et quand on travaille bien, comme ils ont fait aujourd'hui, ça ne peut être que positif. Inch'Allah, Imam Maghreb. Et on va certainement suivre avec beaucoup d'émotion et de passion cette rencontre au sommet entre l'équipe nationale du Maroc et l'équipe de France. Ce sera donc mercredi à 20h. Merci beaucoup, chers confrères. C'est Abdelrahman, Hamza, merci. Merci à vous. C'est l'émotion qui monte là, déjà. Inch'Allah, on va gagner. C'est Aziz, merci beaucoup. C'est moi qui vous On remercie. va gagner, Inch'Allah. On va gagner. Et d'Imam Maghreb. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission Question d'actu. Très bonne soirée.